Alors on est arrivé à Osaka, le temps qu'on pose les sacs et qu'on s'installe, il était un peu tard pour commencer par le château d'Osaka qui ferme à 17 h. Du coup on va explorer un quartier qui s'appelle Tempozan à Osaka, qui est un quartier en bord de mer, donc autour de la baie et des poissons. C'est parti. Tim, est-ce que tu as le vertige? Non, 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 je ne crains pas le vertige. Et toi? Le vertige te craint. Pas mal, non? Ouais, c'est pas mal du tout. Le vue du pont aussi est vraiment bien. C'est le matin à Osaka et on commence tout de suite par l'attraction touristique la plus populaire d'Osaka, le château. Le château d'Osaka, c'est une des attractions touristiques majeures de la ville. Pour vous situer l'époque, il a commencé à être construit en 1583 et il a pris 15 ans pour être terminé. Il est assez énorme, surtout pour l'époque, parce que quand il a été achevé, c'était le plus grand château japonais de l'époque. Il y a 5 étages et 3 étages souterrains. En 1615, il a été entièrement détruit par un incendie suite à une bataille. Il a été reconstruit 5 ans plus tard. Et en 1665, il a été presque entièrement détruit par un incendie causé par la foudre. C'est quand même pas de bol. Il faudra attendre 1928 pour que la mairie d'Osaka le reconstruise, cette fois-ci en béton armé. Donc là, niveau incendie, c'est bon, ils étaient à peu près sécures. Mais il a quand même été à nouveau abîmé par les raids aériens américains en 1945. Donc la version qu'on peut visiter aujourd'hui, en fait, elle a été rénovée en 1997. Donc l'intérieur est très moderne, en fait, c'est donc un musée sur l'histoire du château. Donc c'est intéressant, mais c'est pas du tout. Je pensais que l'intérieur elle est vraiment plus vieux que ça en fait. Donc c'est assez surprenant, mais très stylé. On va essayer d'aller à Sakai, qui est une petite ville qui est principalement connue pour son artisanat de couteaux. Ça peut être très stylé, donc on va aller voir ça. C'est pas loin, pas du tout loin de Osaka, on peut y aller en transport en commun. On a bien fait d'arriver tôt, hein. La queue elle est de plus en plus longue. L'entrée elle est tout là-haut. Pas de bol, on est arrivé le seul jour où la forge était fermée. Alors normalement on peut la visiter la forge et puis avoir un petit tour, une explication et tout ça. Mais là ils nous ont quand même laissé voir malgré le fait que c'était éteint et qu'il n'y avait rien qui se passait. Et c'est extrêmement stylé. C'est vraiment très forgeron mais un petit style médiéval comme ça. Et j'avoue que les katanas, les lames de katana accrochées au mur, ça a son petit effet quoi. En passant tout à l'heure en tram pour aller jusqu'à la coutellerie, on est passé devant un petit sanctuaire, on s'est dit ça vaut le coup de le visiter au retour, non? Voilà. Bon, alors déjà les petits sanctuaires c'est toujours sympa, mais quand en plus il y a des petites boutiques comme ça qui vendent de la nourriture absolument délicieuse, c'est un bonus qui est plutôt bienvenu je pense. On est arrivé à Namba, le quartier un petit peu shopping on va dire de Osaka. Et la foule est au rendez-vous. Jour 6, on va à Kobe et on n'y a pas pour manger des légumes si vous voyez ce que je veux dire. Alors on va prendre le téléphérique pour monter en haut d'une montagne. Déjà, je suis plutôt de bonne humeur sur ce point. Et on va descendre en passant par un jardin botanique, le Herb Gardens. Et en passant par un parc avec une belle cascade apparemment. Mais il y a quand même des escaliers en face. Oh, il y a quand même des escaliers, ça fait chier. La queue pour prendre le téléphérique, elle commence ici. La station de téléphérique, elle est là-haut. Il y en a pour au moins 2 heures de queue. Et ça serpente, ils sont fous. Du coup, on va grimper la montagne à pied. Hein. Ouais. Et moi qui étais si contente de ne pas avoir besoin de faire de rando aujourd'hui, on va grimper une montagne à pied, ok, pas de soucis. En vrai, je suis sûre qu'on va être content d'avoir pris le chemin de la montée à pied au final parce que ça va être tellement beau, regarde-moi ça. Non mais il y a des personnes âgées avec des cannes qui font attention, forcément on doit pouvoir le faire. C'est faisable, forcément.
Le meilleur moment d'une ascension, c'est toujours ça. Ce qui me plaît moins par contre c'est ça. Ça a l'air encore bien raide. Non, je suis pas rouge comme une tomate. Facile. Monte sans aucun effort, mais pas de team, aucun effort. Facile. Facile. On le refait du coup? Ouais, carrément. On arrive au jardin aromatique. Je dois avouer, je préfère quand on est en train de descendre comme ça. Ah bah c'est sûr que c'est plus simple. Oh, ça fait du bien. Puis c'est joli aussi, hein. C'est très très beau, ouais. Bon, cette petite randonnée, ma foi, fort brève et pas du tout fatigante, nous a ouvert l'appétit. Donc à la recherche d'un restaurant pour manger le fameux bœuf de Kobe. J'espère qu'il va être aussi bon que la légende me dit. Alors, t'es impatient? Ça, tu paries. Ça commence par petite soupe au bœuf de Kobe et aux oignons. Je crois que je vois un seul et unique bout de bœuf de Kobe, mais c'est le début. Ah, il y a plus qu'un bout. Là, c'est bien. Alors? J'ai cru qu'il n'y avait pas de viande, ça fait une mouche. On te rappelle quand j'ai dit on n'est pas venu pour manger des légumes? Ce petit grésillement qui te donne bien faim, tu sais. J'ai pas besoin de mâcher en fait, c'est incroyable. Ah, la texture. Oh, le goût. C'est incroyable, hein. Ouais. Bon, maintenant qu'on a bien perdu des calories puis repris des calories, on quitte Kobe et on se dirige vers Nara, qui est donc sur le chemin du retour. Donc on commence tout doucement à entamer le retour. Tout doucement. On a plein d'arrêts sur le chemin. Septième jour de ce road trip et on est à Nara, une ville qui est connue pour un truc bien spécifique. Comme vous venez de le voir, il y a des cerfs qui se baladent en liberté dans cette ville. Et ça, c'est quand même trop stylé. On a quand même réservé un guide pour nous faire visiter la ville parce qu'il n'y a pas que les cerfs à Nara. Et on va découvrir ça ensemble. Notre guide s'appelle Ikuyo et c'est une japonaise qui vit à Nara depuis plus de 30 ans, donc elle connaît très bien la ville. Elle nous a donné beaucoup d'infos sur Nara, mais aussi sur la culture japonaise en général, donc je vais partager un peu tout ça avec vous. Déjà, ça c'est la mascotte de Nara, et il s'appelle Shikamaru-kun. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Si vous voyez des petits portails Tori comme celui-ci, c'est que quelqu'un l'a placé là pour demander de ne pas déposer de déchets ou uriner à cet endroit. En fait, c'est pour inciter les gens à se comporter comme ils le feraient dans un sanctuaire, et du coup à respecter les lieux. On est juste devant la boutique de mochi, où vient la fameuse vidéo qu'on voit du mec qui fabrique ses mochi avec le marteau, qui manque des pas de sa main, et on va pouvoir tester les mochi classiques. Pour info, un mochi, c'est une pâtisserie japonaise très populaire. En gros, on prend du riz gluant qu'on écrase vraiment beaucoup, jusqu'à obtenir une pâte qui est homogène et toute gluante. Une des spécialités de Kyoto, c'est le yomogi mochi, qui est un mochi dont la pâte est parfumée à l'armoise, d'où la couleur verte de la pâte. Et la garniture à l'intérieur, c'est de la pâte de haricots rouges. C'est trop bon, en plus quand on l'a mangé, il était encore chaud. Une autre spécialité culinaire de la région de Nara, c'est le sushi dans la feuille de kaki. Alors comme Nara est loin de la mer, il y a fort longtemps, ils ont cherché un moyen de conserver le poisson, voire manger des sushis quand même. Et ils se sont rendus compte que la feuille de kaki, elle a des propriétés antiseptiques. Donc à son contact, le poisson, il se conservait plus longtemps. On skip à quelques siècles plus tard, et le sushi enrobé à la feuille de kaki, c'est devenu une spécialité culinaire de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que la feuille de kaki, elle donne vraiment un goût assez unique au sushi.
Bon, vous vous dites peut-être que c'est quand même assez insolite, une ville dans laquelle des cerfs se baladent en totale liberté, mais bien entendu il y a une explication. Il y a une légende dans la région qui veut que le dieu Takemikazuchi soit venu à Nara sur le dos d'un cerf blanc. Donc depuis, ils sont considérés comme des messagers des dieux et ils sont devenus sacrés. D'ailleurs, jusqu'en 1637, tuer un de ces cerfs c'était punissable de mort, donc ils déconnaient pas avec ça quoi. Bon, bien sûr, depuis les mentalités ont évolué, donc aujourd'hui ils ne sont plus considérés comme sacrés, mais ils ont quand même été désignés comme trésors nationaux et ils sont donc protégés. On a acheté de nourriture pour cerfs, et on va les nourrir maintenant, c'est parti. Ah, un autre se ramène. Là, on est dans un sanctuaire qui s'appelle Kasuga Taisha et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses nombreuses lanternes. Il y en a en pierre le long du chemin, mais il y en a aussi en bronze à l'intérieur du sanctuaire. Et quand je dis nombreuses, je veux dire qu'il y a environ 2000 lanternes en pierre et 1000 lanternes en bronze, donc très très nombreuses. On est aussi passé au temple Todaiji, qui est très connu pour son festival qui se tient début mars, pendant lequel les moines passent avec une énorme torche enflammée le long du temple pour purifier les péchés de l'année passée. Le temple, il est entièrement en bois, donc ils ont quand même un peu le goût du risque. D'ailleurs, l'escalier par lequel ils montent la torche est recouvert par un toit, et on peut clairement voir la trace du passage de la torche. Dernier arrêt dans la visite de Nara, dans le même temple, il y a le hall du Grand Bouddha. Alors déjà, c'est actuellement la plus grande construction en bois au monde, ce qui est très impressionnant. Mais en plus, le nom n'est pas anodin parce qu'il y a à l'intérieur une énorme statue de Bouddha. Donc on continue dans les records, c'est quand même la plus grande statue de Bouddha au monde. Pour vous présenter, elle fait 16 mètres de haut et elle pèse 437 tonnes. Et enfin, pour bien finir la journée, on a fait un atelier confection de pâtisserie japonaise qui s'appelle les nerikiri. C'est une pâtisserie qui ressemble visuellement aux pâtes d'amandes qu'on a en France, je trouve, mais ça n'a pas du tout le même goût. En fait, c'est fait à base de pâtes de haricots blancs et de pâtes de riz, et ça fond en bouche, c'est trop bon. La boutique dans laquelle on a fait l'atelier existe depuis 55 ans. Elle a été ouverte par le père du propriétaire actuel, et il travaille depuis ses 18 ans, donc autant dire qu'il connaît plutôt bien son métier. Il tient la boutique avec sa femme et il ne parle que japonais, mais son voisin est venu faire la traduction, en français en plus, et il prenait des photos pendant qu'on avait les mains bien occupées. C'était une super expérience. Jour 8, on quitte Nara et on se dirige vers Magomejuku, qui est une toute petite ville, tout petit village qui a l'air quand même très stylé, donc on va voir ça. On vient d'arriver à Magomejuku et on a traversé la ville pour arriver jusqu'ici. C'est magnifique. Franchement, très très hype. Là, on est dans la chambre, on a réservé une auberge de jeunesse pour la nuit. Donc c'est un style tatami futon. Donc les futons sont dans le placard et le sol est un tatami. Et la vue de l'extérieur est plutôt pas mal. Bon, comme tout ferme à 5h, on va pas faire toute la rue jusqu'en bas aujourd'hui. C'est dommage de passer devant des boutiques fermées quand même. On va attendre demain matin, mais très impatient de découvrir ça. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. C'est quand même vraiment pas mal de voir ça comme première chose quand on se réveille. Par contre, je suis toujours pas réconciliée avec les futons, c'est toujours aussi dur de dormir là-dedans. Surtout que cet oreiller, il est un peu spécial, je pense que c'est plus une arme de destruction massive qu'un oreiller. C'est un cauchemar. Alors on est en train de prendre un petit déjeuner dans un endroit plutôt sympa, le cadre est très très beau. Pour le contexte un peu, on est venu à Magomejuku parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube qui parlait de la route Nakasendo.
qui est une ancienne route qui reliait Kyoto à Edo, donc la capitale du Japon à la capitale impériale. Et encore maintenant, il en existe des morceaux qu'on peut faire en randonnée. Et Magome-juku est une des stations qui se trouve sur cette randonnée. Et donc en voyant la vidéo, j'ai vu à quoi ça ressemblait, j'avais très envie de venir. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit tour, faire une étape en fait, s'arrêter, se reposer, avant de continuer à remonter vers Tokyo tout doucement. Donc Magome-juku n'étant qu'une brève pause, on repart déjà en direction de Hakone pour aller se détendre à un ryokan du coup. Alors à ce stade de la vidéo, je me suis rendu compte au montage que j'avais pas expliqué ce que c'est un ryokan, donc petite parenthèse pour expliquer un peu le principe. Un ryokan, c'est une auberge traditionnelle japonaise. Son principal intérêt, c'est que dans l'auberge, il y a des onsen. Donc c'est des bains chauds dont l'eau provient d'une source naturelle. Donc ça a un côté un peu spa. Le truc, c'est que les onsen, c'est des bains publics, donc communs, qui se font exclusivement nus. Et quand je dis exclusivement nus, je veux dire que maillot de bain interdit, t'es forcément nu, ou alors tu n'y vas pas. Alors je précise commun mais pas mixte, on est avec les gens du même sexe. Le principe, c'est de se déshabiller entièrement dans le vestiaire, on garde juste une petite serviette rectangulaire qu'on peut mettre devant nous si on veut un peu plus d'intimité. Ensuite on rentre dans la salle de bain. Quand on rentre, le long des murs, il y a des petites douches, et on se lave avant de rentrer dans le bain. C'est qu'une fois qu'on est propre qu'on peut entrer dans le bain. L'eau du bain est généralement entre 40 et 44 degrés, ça dépend des onsen mais c'est quand même bien chaud. Pour compléter l'expérience ryokan, en général, ils proposent des options où tu peux prendre le dîner et le petit déjeuner le lendemain matin dans l'auberge. Et c'est des repas traditionnels japonais, donc c'est vraiment sympa. Et l'intérêt, c'est de retourner prendre un bain plusieurs fois pendant le séjour, pendant le moment où on reste. Généralement, une fois avant de manger, une fois après manger, et le lendemain matin avant le petit déjeuner. Nous, on avait pris l'option petit déjeuner traditionnel. Du coup, c'était assez dépaysant d'avoir du riz et du poisson au petit déjeuner. Mais c'était vraiment intéressant. C'est tout pour le contexte, maintenant retour à la vidéo. On vient d'arriver au ryokan, donc l'auberge traditionnelle japonaise. Et on est arrivé tout pour pouvoir profiter des bains et de la partie un peu spa, on va dire, de l'hôtel, donc les onsen. Très impatient de découvrir ça. On finit un peu ce voyage par de la détente, ça va faire du bien. Alors après avoir essayé les onsen de manière extensive, je pense qu'on peut le dire, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, c'est pas mal, en vrai c'est vraiment bien. Au début c'est un peu bizarre de se mettre à poil devant tout le monde, de prendre une petite douche et d'aller dans le bain. Mais alors bon, moi c'était jamais trop plein, puis au final tu te détends assez rapidement. Aussi il y a deux types de bains, il y a le bain en intérieur et en extérieur. Effectivement, on a pris 3 bains différents. Ouais. Un quand on est arrivé vers genre entre 6h et 6h30 je pense, où là il y avait pas mal de monde, enfin c'est là où il y a le plus de monde mais c'est 5. Moi je pense qu'il y avait 5 femmes avec moi, maximum. Ça fait un peu le baptême du feu du coup, parce que c'est la première fois que tu te retrouves nu en public on va dire. Mais vu que tout le monde est nu aussi, ça passe, je trouve, t'es plus à l'aise sur ce point-là. Deuxième fois on a pris un bain, je pense que tout le monde était parti manger. Du coup on était tout seul. C'était très bien. J'étais dans mon petit bain tranquille, il n'y avait pas une personne avec moi, c'était un plaisir. Et puis comme il commençait à faire nuit et qu'il y a un bain extérieur, il y avait la végétation qui était éclairée par des spots qui se reflétaient sur la surface du bain, avec la vapeur qui se levait. Et c'était vraiment magnifique quoi. Donc, Et le troisième qu'on vient de prendre ce matin, du coup, je pense que tout le monde était déjà, après le petit déjeuner, ils sont tous partis en mode bah c'est bon, ma journée a commencé. Ouais, c'est Alors ça. que nous, on était plus en mode mollo, hein. ouais. Donc on a repris un bain juste avant qu'il ferme en fait de 8h30 à 9h et à 9h il fermait pour le nettoyage. Et là pareil, pour le coup on était deux, donc c'est aussi beaucoup plus calme et plus cool je trouve. Moi tous les mecs étaient partis donc j'étais tout seul, j'étais bien content. Donc on va faire une petite balade pour profiter un peu de la végétation et du joli jardin qu'ils ont. Et après on va tout doucement se remettre en route et retourner vers Tokyo. Fin du road trip. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Il y a d'autres contenus qui arrivent. Et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. A bientôt. On dirait pas genre les 7 nains. Et oh, on rentre du boulot. T'es content?